l'exercice étant plus frais, on a pensé que peut-être une synthèse de quelque chose qui venait de se dérouler, c'était un peu beaucoup. Et des besoins, en tout cas, qui vont servir de préambule à la deuxième table, hein, qui est une table volontairement politique et artistique, voilà, dans laquelle nous essaierons de faire dialogue. Il est évident que si je disais que cette division est arbitraire, c'est que c'est elle qui donne de la lisibilité au cheminement, mais que le cheminement, évidemment, est beaucoup plus imbriqué que ça. On sait bien que la création sans économie n'a pas beaucoup de sens, on sait bien que la création s'ancre quelque part, on sait bien que l'adresse, ça s'appelle les habitants, on sait bien que les modes de faire et les modes de fonctionnement sont évidemment tous aussi intrinsèquement liés et à la création et à son économie. Mais on va quand même tenter de le faire de manière voilà, divisée. On va peut-être commencer par la plus ancienne, la première, celle qui avait trait, tout ce temps qui avait trait à la création, j'ai envie de dire, qui portait sur toutes les facettes de ce que peut être un processus de création en milieu rural, qui va être pris en charge par Nathalie Poisson-Cogé, qui est enseignante et chercheuse, et qui va nous raconter un peu ce qui s'est dit sur ce processus de création depuis les désirs, les origines, peut-être d'un processus, son ancrage sur un territoire, jusqu'aux manières de faire dont sont parlent les artistes pour cheminer dans leur création, les formes qui sont générées et peut-être les particularités d'une création en milieu rural, c'est ce qu'on va voir ensemble. Alors si on devait peut-être commencer justement par là, est-ce que vous avez-vous repéré au long de ces ateliers des manières de faire qui pourraient être spécifiques au milieu rural? On a beaucoup parlé d'expérimentation, quel sens ça prend dans la création par exemple? Alors, oui, ces manières de faire, je pense qu'il faut peut-être reprendre les choses d'abord sur cette présence artistique, enfin, effectivement de quelle manière s'opère cette présence artistique, ça me paraît important aussi. Puisqu'on a pu distinguer dans les différentes expériences sur lesquelles je ne vais pas revenir en détail, c'est pas le propos, mais on pouvait distinguer déjà l'artiste habitant et l'artiste de passage. Et je pense que déjà ça change un peu la posture de ces artistes. Les artistes de passage, c'est ceux qui sont invités par exemple dans le cadre de résidence ou de démonstration de leur travail. Et on a aussi fait apparaître la présence d'artistes habitants, donc du coup qui ont une posture où c'est à la fois leur processus créatif qui entre en jeu, mais aussi leur qualité de citoyen, j'allais dire. Donc c'est intéressant de voir que ça dépasse finalement cette présence artistique, elle dépasse le processus artistique lui-même. Et sur les processus dont j'y reviendrai aussi après, mais en tout cas sur ces deux manières d'occuper le territoire rural, il y a déjà un enjeu. Après, sur les processus artistiques, on a vu que, en tout cas dans les témoignages qui étaient donnés, c'était vraiment aussi une manière d'être d'abord à l'écoute. Les artistes qui nous ont dit, quand ils sont dans un territoire rural, ils sont à l'écoute, puisqu'ils vont travailler sur un environnement notamment qui est singulier. Et donc, on va démarrer d'abord de cette écoute avant de produire quelque chose. C'est quelque chose qui a été mis aussi en avant. Un environnement singulier, en quoi il est singulier par rapport à l'environnement urbain, par exemple? C'est déjà la présence humaine effective, mais aussi d'autres zones qui sont avec des présences non humaines, donc le milieu animal, paysager, qui prend aussi une singularité et sur laquelle les artistes vont s'appuyer. Il y a aussi quand même un patrimoine, donc là, on parle à la fois du patrimoine matériel et immatériel, donc comment les artistes vont pouvoir s'emparer de ces éléments-là. Des éléments remarquables du coup qui vont les interpeller et sur lesquels on a parlé aussi, un terme que je trouve intéressant dans les comptes rendus qui ont été faits de ces ateliers, c'est celui d'interprétation. De voir que l'artiste va devenir interprète finalement de ce territoire dans ses multiples facettes pour en proposer une autre lecture à ceux qui habituellement occupent le territoire. Quand il habite sur ce territoire, en quoi ça impacte? On a entendu au fond qu'il se sentait impliqué à plusieurs titres, mais est-ce que ça a un impact aussi sur sa manière de créer? Alors quand je distinguais les artistes de passage et les artistes habitants, l'artiste habitant, alors déjà sur les problématiques, un peu pourquoi l'artiste vient habiter en milieu rural, donc ça a été soulevé par exemple l'idée tout simplement de raisons économiques pour des dispositions, l'accessibilité foncière qui est peut-être plus facile qu'en ville pour avoir un atelier, des espaces plus grands,
en tout cas pour ceux qui ont besoin d'espace de travail. Il y a aussi la question de la sociabilité, c'est-à-dire sortir peut-être de l'entre-soi. Alors, je ne veux pas tomber dans les clichés ville-campagne, hein, c'est toujours compliqué, mais de rentrer dans les subtilités, mais en tout cas, l'idée que peut-être dans le milieu rural, il y avait une sociabilité, une manière de rencontrer d'autres gens qui ne sont pas forcément les gens du milieu dit artistique ou culturel, et que ça leur permettait de générer d'autres rencontres qui pouvaient avoir, enfin, c'est ce que je disais, qui ont un impact à la fois sur leur citoyenneté, enfin, leur manière d'être individuelle, mais aussi, sans aucun doute, qui vont modifier leur manière de faire et de produire leur processus artistique. J'entendais hier et j'entendais aussi ce matin parler de convivialité, de solidarité. On a l'impression que l'adresse au public se charge de valeurs particulières. Enfin, moi, je viens plutôt d'un milieu urbain, donc je vais faire la Candide rurale de l'État. Mais est-ce qu'effectivement, ce sont des mots qui sont beaucoup revenus et pourquoi ils prennent un sens particulier là? Déjà dans les dispositifs de diffusion, puisque, enfin là en l'occurrence on est dans un théâtre, mais il y a beaucoup d'espaces de diffusion qui ne sont pas des lieux dédiés, donc où le rapport public-artiste va être différent, il ne va pas forcément être frontal, il va y avoir des dispositifs spatiaux où l'artiste va être mis dans un autre espace finalement par rapport au public, pardon. Et donc ça va générer un autre rapport. Et on a souligné aussi par rapport à ce lien avec le public, le rôle aussi de la médiation. Enfin, c'est voilà, du champ de la production, mais on a vu dans certaines expériences que le rôle du médiateur, en fait, d'une certaine médiation et d'un certain type de médiation venait aussi permettre ce rapport avec le public. Je ne sais pas si on a traversé bien ce qui s'est dit dans ce premier temps. Oui, je pense qu'on a pris les points, donc à la fois la question de la résidence, la question de la médiation et de la production artistique, voilà. Alors sur la production artistique, peut-être aussi, enfin j'ai évoqué la question de l'environnement et ça a été souligné dans certains ateliers, de prendre en compte aussi cette dimension donc anthropologique, quand j'en ai parlé, du rapport humain-non-humain et également écologique, voilà, qui serait peut-être plus prégnante en zone rurale, mais qui ne doit pas être que l'apanage. Enfin, c'est pas parce qu'on a la campagne qu'on parle d'écologie non plus, il ne faut pas tomber dans mais voilà à peu près les éléments qui sont ressortis de ces ateliers. Et juste, je voulais souligner, c'est vraiment un choix, un parti pris qui avait été pris dans l'organisation. C'était vraiment de donner la parole aux artistes et ça nous paraissait aussi important. Enfin, là, sur cette demi-journée, il faut savoir que tous les intervenants étaient des artistes et ils parlaient de leur posture d'artiste. Enfin, voilà, sauf j'allais dire, le directeur de l'entreprise qui accompagnait Marie-Noël, mais sinon, c'était vraiment l'idée que la parole puisse être portée par les artistes eux-mêmes. Ça nous paraissait important. Alors, au nombre des manières de faire art, aujourd'hui, on parle beaucoup de participation, qui sont des manières très contemporaines, au fond, de réinterroger le réel. Là, pour le coup, ça touche les artistes dans tout type de milieu. Vous avez fait le choix d'interroger la participation là, maintenant. Ça a beaucoup remplacé la démocratisation. Alors, est-ce que la participation prend un sens particulier? Qu'est-ce qui s'est dit pendant ces tables-là? Alors, donc pour rappeler brièvement comment se déroulait la demi-journée, on a commencé par une introduction autour d'un projet que nous, on a mené ici dans ce territoire-là, qui nous paraissait un peu symptomatique des projets participatifs parce qu'il posait aussi beaucoup de questions, d'enjeux qui se sont retrouvés ensuite dans les ateliers de l'après-midi. Donc c'est vrai que les éléments qui sont un peu ressortis de ces ateliers, c'était notamment l'importance quand on mène un projet participatif dans un territoire, de s'appuyer sur ce qui existe déjà. C'est-à-dire de faire d'abord un travail de diagnostic sur l'existant d'un territoire et de voir à partir de là qu'est-ce qu'on peut en tirer, quel fil on peut tirer, comment on peut travailler avec tel ou tel acteur qui va faire que le projet va prendre tout son sens et toute son ampleur. Et donc c'est pour ça c'était un élément qui nous paraissait très important, qui est revenu dans les ateliers. Ça nous paraissait aussi important de travailler beaucoup sur des modes et des niveaux de participation qui soient très différents, qui permettent aussi bien à une personne de s'impliquer à un moment d'une manière très brève et parce qu'il en a envie, mais aussi des gens qui vont suivre tout le projet ou toute l'action, qui vont être de tous les rendez-vous, mais que voilà, chacun a sa manière de participer, mais que toutes les formes de participation sont bonnes. On a aussi pas mal parlé de la question de l'évaluation. Alors c'est vrai que l'évaluation d'un projet participatif c'est complexe, comme Christian Mailleux et Nicolas Chouchon en ont parlé ce matin. C'est vrai que la question de l'évaluation, ça pose question.
Et donc ce qui est ressorti, c'est l'importance que l'évaluation soit faite collectivement et que ce ne soit pas une personne qui, à la fin du projet, calcule des chiffres ou des pourcentages qui soient sortis de nulle part, mais qu'au contraire, ce soit un processus tout au long du projet qui soit lui-même participatif dans le sens qu'il soit fait collectivement. On a aussi évoqué l'importance dans ce type de projet qu'il soit accueilli, soutenu, donc que ce soit aussi bien par les acteurs locaux, comme on l'a dit avant, mais aussi par les institutions politiques, les institutions aussi culturelles ou autres qui existent déjà sur ce territoire et qui peuvent lui donner une ampleur ou en tout cas une dimension différente. Et c'est vrai que ce lien-là entre acteurs privés et acteurs publics nous paraît très important pour ce type de projet parce que ça mêle aussi bien la question de l'habitant, mais aussi des questions territoriales. Il s'agit moins au fond de participation d'un point de vue strictement artistique que de participation au fond pour renouveler quelque chose de la manière de faire plus culturelle peut-être. Alors oui, c'est à la fois dans la manière de faire, mais c'est aussi, parce qu'il y avait aussi des artistes qui étaient là dans les ateliers hier, aussi des expériences qui montraient comment eux, dans leur manière de créer, ils avaient besoin de cette participation des gens, donc sous forme, par exemple, il y avait la compagnie des Foires et Actions qui intègre des entretiens réalisés avec des habitants en amont lors d'une résidence dans le spectacle qu'ils proposent. C'est pour eux une manière de faire écho à leur travail en cours, c'est vraiment une manière de nourrir aussi leur création. Donc il y a à la fois une manière de penser la participation comme un outil supplémentaire de toucher des publics, parce que c'est vrai que dans la ruralité, il y a aussi cette question de quel public on va toucher et comment on touche aussi les personnes qui ne viennent pas forcément facilement au théâtre ou voir un spectacle ou voir une exposition. Mais il y a aussi un besoin des artistes parfois de se confronter à la réalité des gens dans leur création. On pourrait dire qu'aujourd'hui, ça serait une manière de faire qui serait privilégiée au milieu rural. J'essaie toujours de ramener à la ruralité, non ? Non, je pense que c'est, et ça aussi c'est une des choses qu'on a évoquées lors des ateliers, c'est pas forcément spécifique à la ruralité, puisque dans tous les territoires on peut faire ce type de projet. Il y avait notamment la compagnie Alice qui pointait aussi des schémas très récurrents, que ce soit en milieu rural ou en milieu périurbain par exemple, sur les difficultés en termes d'illettrisme, en termes de mobilité plutôt psychologique ou mentale. Donc c'est vrai que finalement on retrouve les mêmes problématiques, mais disons que dans la ruralité, en tout cas dans les expériences qui ont été présentées, c'était presque une nécessité qu'il y ait en tout cas ce type d'action ou cette manière de penser les choses qui soit un peu différente que uniquement une diffusion où on envoie un carton d'invitation pour une exposition et on attend que tout le monde vienne, quoi. Avec des choses beaucoup plus interactives, beaucoup plus transversales. On a fait un peu le tour, tu vois encore des éléments saillants ? Oui, on a juste une dernière chose peut-être. On a évoqué aussi la question du public, effectivement. Qui sont les habitants de la ruralité, et on a évoqué alors à la fois aussi bien ceux qui ont une ruralité qui est subie, parce qu'ils sont là, parce que leurs parents étaient là et qu'ils n'ont pas les moyens de bouger. Il y a aussi toute cette dimension-là, mais il y a aussi des gens qu'on appelle les néo-ruraux, qui ont choisi de venir. Donc c'est vrai qu'il y a aussi ces deux populations-là qui vivent sur un même territoire et qui ne vivent pas du tout de la même manière, et qu'il faut aussi penser dans la manière dont on travaille. Et pour terminer la mini-journée, on a demandé à Joël Zask de faire une présentation de son travail de recherche autour de la notion de participer, avec plusieurs mots qu'elle utilise, faire part, participer. Donc pour ça, je ne vais pas vous résumer son intervention qui était à la fois très riche et très dense. Par contre, si vous voulez, ces ouvrages sont en disposition là à l'extérieur ou même sur Internet, vous pouvez trouver des documents sur son travail. Vincent, on a aussi parlé des besoins ce matin, donc on fait le saut de cette table sur l'économie sociale et solidaire parce que tout le monde a pu entendre tout le monde, ce qui n'était pas le cas de l'atelier sur les besoins. Alors quelle synthèse fais-tu des besoins recueillis et quels mots-clés tu sortirais peut-être et quelles interrogations pour les politiques qui arrivent juste derrière pourraient être reversées au débat ? Le premier point qui est remonté, c'était d'abord un sentiment peut-être de non-reconnaissance
des acteurs ruraux par rapport aux acteurs urbains. On cherche avec très vite, enfin on a oscillé en fait finalement entre le sentiment de non-reconnaissance, le sentiment de transgression et la notion de pragmatisme. Il y a un peu ces trois concepts-là qui sont en jeu en permanence. Donc un sentiment effectivement, bah oui, on est en milieu rural, donc les choses se passent à la ville, se passent en milieu urbain, donc on est un peu en dehors de tout ça, on se sent hors jeu, etc. Et en même temps, de ce fait, on essaye d'inventer des choses, donc d'une certaine manière de transgresser, d'aller au-delà, de transgresser quoi, d'aller peut-être inventer, on l'a vu ce matin, notamment à travers la table ronde, inventer d'autres façons de faire, d'autres façons de travailler ensemble, d'autres façons de construire des projets. Et avec un sentiment aussi assez récurrent qui est remonté dans plusieurs ateliers, qui est cette notion d'une sorte de hiatus entre une réalité de projet, une réalité humaine, une réalité territoriale, et des dispositifs ou des politiques culturelles qui viendraient d'en haut et pour lesquels il faudrait faire moult torsions, c'est un petit peu comme ça que c'était dit ce matin, pour entrer à l'intérieur des dispositifs. Donc bon, on peut dire que ça c'est pas forcément une question rurale au fond, puisqu'elle peut être portée par l'ensemble des acteurs, mais quelque part c'est peut-être plus sur je dirais la question du lien qu'on peut faire, enfin, du lien qu'on peut faire entre des projets ascendants qui seraient donc de l'initiative de collectifs, les communs dont on parlait ce matin, qui, voilà, à un moment donné, sur un territoire, des gens se rassemblent et portent des projets, et des politiques plutôt descendantes qui sont définies peut-être ailleurs. Est-ce qu'elles sont définies avec les citoyens? Oui et non, ça dépend du territoire, mais il n'y a pas ce sentiment permanent. Donc un peu et c'est à cet endroit-là où il y a, sur le champ culturel et sur le champ de l'ingénierie culturelle, des espaces d'invention. Parce qu'il y a une forme, le ressenti, c'est qu'il y a une forme de territoire, qui est, alors je ne vais pas employer le mot territoire vierge, parce que je pense qu'il n'est jamais vierge de rien, il n'est surtout pas vierge, mais de territoire où les choses ne sont pas encore trop normées et où on peut réinventer d'autres façons de faire. Et c'est tout un autre aspect qui a été évoqué, qui est l'aspect expérimentation. C'est un endroit où on peut tenter des choses, qui est facilité cette expérimentation, peut-être par une absence ou des cadres un peu plus ouverts, un peu plus souples. On parlait par exemple d'une certaine facilité au milieu rural d'aller frapper à la porte du maire pour obtenir une salle, d'avoir tel matériel, telle chose prêtée, d'avoir l'ouverture d'un lieu, enfin des choses qui sont plus faciles dans l'opérationnalité, mais qui ne sont pas coopérationnelles parce qu'elles permettent quand même elles permettent les porosités. Et ça c'est l'autre point important, c'est les porosités. C'est-à-dire de se dire qu'au fond, au milieu rural, les choses ne sont peut-être pas tellement sectorisées et qu'on peut assez facilement aller faire un projet avec un club de sport, avec le champ du social, avec le monde de l'entreprise. Et on l'a vu à travers les projets présentés, avec des mondes qui, au fond, ont en commun de partager un territoire. Je crois que cette notion, et même dans la question de la participation tout à l'heure, cette notion, et même de la création, je dirais par rapport à une pensée, on n'est pas dans une pensée d'équipement et nécessairement de public, mais on est plus dans une pensée de territoire, en prenant un territoire dans ses aspects les plus divers, donc pas seulement un territoire géographique ou administratif, mais aussi un territoire dans son épaisseur, un territoire d'histoire, un territoire d'appartenance, un territoire de paysage, un territoire de façon de vivre, de tradition, etc. Et ce territoire étant composé de publics extrêmement divers, la manière d'envisager l'art et la culture sur ce territoire peut permettre peut-être plus facilement cette ouverture et cette diversité des rapports entre les gens, qui va être donc un terrain favorable à l'expérimentation. Et par rapport à ça, un des besoins qui est remonté assez fort aussi, c'est la question de l'ingénierie culturelle, en disant mais on manque d'ingénierie culturelle, parce qu'effectivement,
il y a de beaux projets qui émergent, mais quelle est leur pérennité? Comment est-ce que ça se poursuit? Est-ce que ça s'ancre vraiment dans le temps? Et le manque d'ingénierie culturelle est vraiment remonté de nombreuses fois. Et dès qu'on aborde la question de l'arrivée de l'ingénierie culturelle, il y a un autre mot qui arrive qui est « mais attention, pas une ingénierie castratrice ». Parce que il y a à la fois un besoin effectivement de gens qui puissent être en capacité, parce qu'on le dit, il y a par exemple la question de répondre à des demandes administratives, à des demandes de financement, etc. Il y a des structures très peu dotées qui ne sont pas à même de le faire. Et donc une ingénierie, ok, mais alors un cadre suffisamment souple, un cadre qui ne soit pas descendant, un cadre qui puisse être co-construit. Et là on aborde une autre question qui est celle de la coopération, la co-construction de la coopération, qui est à la fois l'idée de la coopération entre acteurs, bien sûr, mais aussi de la coopération entre acteurs et institutions, collectivités et artistes. C'est-à-dire que ça peut être un espace où cet espace territorial rural peut être un espace où on peut amener, puisqu'on a un territoire à partager qui est quand même circonscrit, des acteurs culturels, des collectivités, des communes, des communautés de communes, des artistes s'il y en a qui sont implantés, à travailler ensemble sur la construction de ce projet culturel. Et vous l'évoquerez, mais on l'a évoqué hier aussi dans l'atelier avec ce qui se passe Belledonne. Voilà un petit peu les choses. Après, d'autres questions qui ont été traversées, évidemment, comme la question de la mobilisation des publics, évidemment, qui est à mon avis particulière aussi en milieu rural. Je pense que l'isolement aussi crée chez les acteurs un espace d'invention pour aller mobiliser et travailler avec des publics. C'est-à-dire qu'effectivement, comme disait Rémi, il ne suffit pas de faire une expo ou un spectacle et de mettre des cartons d'invitation dans les boîtes aux lettres pour que les gens viennent là. Et donc il y a tout un travail autour de la médiation culturelle, de la mobilisation des publics, à mon avis, qui est assez précurseur, peut-être par rapport à d'autres territoires, et duquel, effectivement, pour répondre à ce qui était le début de la remarque, c'est-à-dire la non-reconnaissance des acteurs culturels, sur lesquels nous pourrions avoir, parce que je me mets dans les acteurs culturels aussi, des points de fierté et de partage d'expérience. Et je termine juste sur la dernière notion qui a été abordée autour de cette question de cadre, pour montrer un peu plus dans le concret, est arrivée la notion des labels, en disant alors peut-être qu'il y a des choses à inventer, si ce n'est pas des dispositifs, alors le label, oui, quelque chose peut-être de commun dans lequel les acteurs pourraient se reconnaître collectivement, un label propre à la ruralité. Oui, alors il y en a, il y a des lieux qui sont labellisés parce qu'ils sont identifiés, lieu de la marionnette, lieu de la danse, etc. Mais la question de la porosité, de l'interdisciplinarité a été évoquée. On se disait plutôt dans les groupes, oui, mais un label peut-être plutôt qui pourrait avoir aussi cette dimension de pluridisciplinarité, cette dimension de croisement entre création artistique, mais aussi action culturelle, cette dimension de porosité. On a parlé de lieux, par exemple, qui sont des médiathèques. On a parlé des médiathèques, mais dans lesquelles il y avait, par exemple, un service commercial ou un bureau de poste à l'intérieur. Enfin, comment est-ce que, justement, ce territoire de la ruralité peut être un espace de croisement d'éléments qui, au fond, sont très différents, parce qu'il y a peut-être y avoir du privé. Il y a quelqu'un qui a témoigné d'une action, de quelque chose qui était privé à l'intérieur d'une médiathèque publique, et puis c'était pas possible parce que légalement le droit à la législation ne permettait pas de le faire. Donc voilà, donc il y a toute une série effectivement de questions autour de ce cadre qu'il faudrait peut-être inventer sur cette dimension de la ruralité. Oui, qu'on retrouve d'ailleurs dans l'économie de ce qu'on peut appeler ce tiers secteur, ce tiers espace, et qu'on a entendu ce matin. Claire Delfosse, on va conclure avec vous. Vous êtes enseignante, chercheuse, grande témoine à cette table et aussi synthétisatrice. On va dire que vous avez pris un petit peu de champ, là où on a plongé dans les ateliers. Quel regard vous portez, peut-être légèrement décalé sur ce qu'on a traversé depuis hier? Bon, alors, c'est une synthèse qui va être partielle et peut-être un peu redondante par rapport à ce qu'on a dit. Autour de 3 points, je pensais que une chose ressortait très fortement, c'était l'importance du lieu, alors qui va se décliner comme lieu avec
ses caractéristiques sociales, sa configuration, son paysage, y compris sa configuration politique, mais aussi le lieu comme lieu vécu d'une certaine façon. Alors le rural, c'est le lieu de vie, tant pour les artistes que pour les habitants, et pour les deux, qui est choisi ou pas choisi, attractif ou de relégation, puisque même ceux qui viennent, ce que tu appelais néo-ruraux, ils peuvent venir de façon non choisie, c'est ce qu'on a vu hier, avec nous réinterrogeant du coup sur aussi dans ce lieu de vie le rapport à la culture, à l'accès à la culture, qui pose question dans ces espaces. Lieu de création, et donc là c'est aussi le rapport aux artistes, hein. On vient là pour créer, pour avoir de l'immobilier, pour s'inspirer, pour s'isoler ou pour rencontrer, avec des cas de figure différents qu'on a pu entendre hier. Et puis la question du lieu, c'est aussi la question de la diffusion. Alors est-ce qu'on diffuse la diffusion entre la ville et la campagne pour ces artistes qui sont sur le territoire rural, ces liens ville-campagne, c'est aussi la perception d'une présence ou d'absence de quelque chose entre le rural et l'urbain. On a souvent vu ça aussi dans les ateliers. Et puis, comment le rural peut être aussi un lieu de valorisation. On a vu hier dans un atelier que la ville de Ferrand-Tardenois, la petite ville, s'était approprié la compagnie à demi-mot pour le mettre sur son site internet, capitale européenne, je crois, du demi-mot. Donc il y a aussi cela qui est important et qui est une forme de valorisation. Et puis dans le lieu, il y a un troisième point qui est, donc il y a les caractéristiques du lieu, le lieu de vie, le lieu vécu, mais il y a aussi la représentation du lieu. Et je pense qu'on a un peu tourné autour et qu'on peut peut-être mettre les pieds dans le plat. Comment on se représente le rural comme un lieu de l'isolement, comme un lieu où on a du mal à avoir du public, où il n'y a pas de culture, des représentations négatives, mais aussi des représentations positives. C'est aussi le lieu de la liberté ou le lieu de la solidarité. Et je pense qu'il y a eu beaucoup de choses et beaucoup de représentations, et les échanges qu'on a eus, je pense, ont permis de faire sauter aussi des débats. Donc mon deuxième temps, donc l'importance du lieu. Le deuxième, c'est de plus en plus court. Le deuxième, c'est le pas de temps. Justement, il y a quand même des questions de temps aussi dedans. Il y a l'espace, il y a aussi le temps. Et je pense qu'il y a, on a vu, il y a connaître le lieu, mais aussi ce lieu aussi dans son temps long, son histoire, sa mémoire, les lieux de mémoire, on pourrait dire aussi, et pas seulement. Mais c'est aussi le temps de l'état des lieux. Donc c'est l'idée aussi d'apprendre à le connaître, faire un état des lieux pour l'artiste qui viendrait, mais aussi pour les habitants entre nous, pour apprendre à construire ensemble et dans cette participation. Le pas de temps, c'est aussi celui de l'habitant, des acteurs, avec rester, partir, revenir, on a eu ça aussi. Donc apprendre à se connaître pour rester mais avoir envie de rester aussi pour les habitants. Et je pense à la culture qui contribue très largement à faire rester. Et on a vu des jeunes qui reviennent et s'impliquent aussi dans la culture. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est aussi important. Et puis, le temps, c'est eh bien, le temps pour créer, pour durer et se renouveler. Alors, créer, c'est le temps de la création, mais c'est aussi le temps du montage de projet. On en a aussi bien parlé. Avoir du temps pour créer, mais aussi pour garder du temps pour créer et non pas pour monter le projet. Enfin, il y a aussi cette contradiction. Durer, c'est-à-dire s'intégrer, se connaître, se reconnaître ensemble et accepter les différences. Durer pour une association aussi, c'est durer avec les bénévoles, ne pas s'épuiser. Et durer, bien sûr, c'est des questions de financement et de politique publique.
Il ne faut pas l'oublier. Et se renouveler, je pense que tout un chacun on se pose cette question. Et troisième point, optimiste, on va dire, et militant. Donc on pourrait dire que la campagne ou le rural, comme vous voulez, pourrait être un territoire créatif. On parle beaucoup en économie, en géographie, de territoire créatif, en ville, voilà, et on oublie le rural. Et je pense qu'aujourd'hui, on a montré que la campagne, pour la culture aussi, était un territoire créatif, peut-être plus que créatif, parce qu'il y a l'idée dans le concept de territoire créatif, d'économie créative, donc on va dire plutôt de laboratoire. Et laboratoire parce que, et je vais redire un petit peu, la culture et la création prennent des formes différentes, peut-être, croisement de disciplines culturelles, croisement entre activités, croiser des lieux, entre la ville, la campagne, bouger, l'itinérance sur le territoire. Et parce qu'on a des acteurs multiples, et je pense aussi au croisement professionnel-amateur qu'on a vu dans les expériences. Territoire créatif parce qu'on a aussi une circulation des formes d'entreprise. Et je trouvais passionnant de voir comment le groupement d'employeurs, qui est quand même quelque chose, moi j'ai travaillé dans une direction de l'agriculture, dans une autre vie, au moment où on a créé les groupements d'employeurs, il y a longtemps. Et de voir comment ça passe du rural à la culture, la coopérative, des choses qui ont été, l'ECUMA, etc., le mouvement coopératif, important dans les années 60 en milieu rural, comment ça passe dans la culture. Et je pense aussi, on n'a pas cité, mais il y a des amas culturels dans la Drôme, on essaie de voir un petit peu des choses comme ça. Donc, faire de l'économie circulaire aussi. Et je trouve que ça, c'est quelque chose d'important. On fait avec le lieu et on innove dans ces formes d'économie circulaire. Et enfin, créatif, être créatif, c'est inventer des dispositifs, et c'est à chacun de le faire, y compris à l'administration, aux élus et aux acteurs, bien entendu. Avec quand même à chaque fois un petit questionnement sur un territoire créatif, mais avec quelle pérennité pour les actions. Merci à vous quatre pour ce bel effort de synthèse et rapide en plus, bravo.